Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Bienvenue dans votre émission pour 2 heures de direct. Demain, chacun d'entre nous aura à prendre une décision pour désigner l'un des candidats à la présidentielle. Et la prise de décision est une fonction essentielle du cerveau. Mais savez-vous que lorsque vous devez peser le pour, le contre, convoquer votre libre arbitre et finalement opter pour le choix qui vous semble juste, une donnée non négligeable vient compliquer l'équation. Eh bien, ce sont les émotions. Partie prenante du processus, elles peuvent menacer la rationalité de votre choix. Les neurosciences sont jeunes et évoluent vite, et les mécanismes à l'œuvre dans la prise de décision commencent juste à être découverts par les neurosciences. Jusqu'ici, on continue à vivre dans un monde dans lequel on a donné le privilège au cerveau cognitif, particulièrement en France. Et on a complètement sous-estimé l'importance du cerveau limbique, c'est-à-dire le traitement extrêmement rapide qui est fait par l'amygdale, puis par le cortex orbitofrontal, c'est-à-dire celui qu'on a autour des orbites dans l'appréciation de la valeur. On sait maintenant, grâce aux neurosciences, qu'il y a un arbitrage majeur par le cerveau dit émotionnel. Le cerveau limbique comporte l'amygdale impliquée dans le sentiment de peur qui produit une alerte et l'hippocampe impliqué dans la mémoire qui peut alimenter ou stimuler cette alerte. Et comme le cerveau limbique est plus sollicité que le cerveau cognitif, cela explique le caractère parfois irrationnel de certaines de nos décisions. Aussi, le neurologue Philippe Damier préconise-t-il de prendre du temps pour réfléchir, conseillant le recours à l'écriture en cas de trop grande perplexité, coucher sur le papier les points positifs, les points négatifs du choix de chacune des options et faire la pondération à la fin. Et puis si vous ne savez pas encore pour qui voter, prenez le temps justement de faire votre choix car on est en permanence sous influence et un espace personnel est important pour décider, espace personnel de réflexion bien sûr. Et puis n'oubliez pas que de glisser son bulletin dans l'urne est une des façons de travailler aussi l'estime de soi. Vous donnez votre voix, ce n'est pas rien, vous décidez en votre âme et conscience dans le secret de l'isoloir, c'est-à-dire dans l'intimité. Un choix donc éminemment personnel dans lequel la voix de chacun compte et a la même valeur. On donne de la voix aussi dans cette émission et on y travaille, l'estime de soi. Quentin et Corentin accueillent vos appels au 39 21 et c'est Nicolas Godet qui réalise cette émission. N'oubliez pas que vous pouvez également réagir et questionner avec vos SMS au 7 39 21 en commençant votre texto par le mot nuit ou nous adresser un mail sur europe1.fr ou sur la page Facebook de la Libre Antenne du week-end. 39 21, je vous écoute et je vous réponds. Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir Sylvain. Bonsoir Sophie. Bienvenue. J'ai déjà la réponse, alors je vais raccrocher. Ah bon? La Parce réponse A. J'ai des grosses amygdales, donc je suis très inquiet. Bon, vous avez un cerveau limbique très puissant. Oui. Mais Moi, oui. J'ai beaucoup d'intuition. C'est pourtant féminin, mais bon, on est tous fabriqués. L'intuition, c'est pas l'émotion, hein? Non, c'est vrai, mais oui. l'intuition est féminine. Elle est juste derrière, d'ailleurs. Hein, enfin, on l'a dit ainsi, on l'a dit féminine, on est tous fabriqués par un homme et une femme, donc on a tous les deux. Bon, mais on a tous du féminin et du masculin, de l'animous et de l'anima, oui. Bien sûr, que ce soit un homme ou une femme. Exactement. Je vais dire dans l'autre sens parce que je suis galant, que ce soit une femme ou un homme. Bon, cependant, pour mon malheur, c'est le prénom de ma compagne, ma femme défunte. C'est une histoire de... Je ne veux pas dire ce nom, ce chiffre, c'est 33 ans. Oui. C'est la mort du Christ. Oui. Ah oui, enfin, c'est ce que les Écritures ont dit. Et je suis veuf depuis 9 ans, sans enfant, voilà. Elle est décédée à 33 ans? Non, j'ai vécu 33 ans avec elle. Oui, d'accord. Et elle est décédée il y a 9 ans déjà. 9 ans. C'était en janvier 2008. Oui, voilà. Oui. Pas d'enfant, je m'ennuie. Hein. Oui.
Vous êtes Normalement. entouré? Vous avez des amis, de la j'ai des famille? amis, Oui. oui. Hmm. Oui, famille, non, j'ai plus que son dernier mari, Oui. qui avait 30 ans de moins qu'elle, mon Dieu. Hmm. Hmm. C'était pas Eddie Barclay, c'est dans l'autre Oui. sens. Quoi. Enfin, bon, respect pour Eddie Barclay, c'était... Vous aviez 30 ans de moins qu'elle? Non, son compagnon, qui est encore Ah, vivant, a d'accord. 7 ans de moins que moi Oui, et avait 30 ans de moins qu'elle. Il avait 20 ans, elle en avait 50. d'accord. C'était son troisième compagnon. Ah, donc elle avait déjà... elle, Vécu. voilà, elle était déjà très dans l'air du temps. Oh oui, mais enfin bon, ça se faisait pas à l'époque, dans les Ben années oui, c'est pour 80. ça. Mais oui. Ah oui, quand Eh, j'étais avec Sophie, excusez-moi, mais pour mon malheur, c'est le même prénom de ma non. compagne. Ben Oui, voilà, elle était psy aussi, pas du marché, bon voilà. oui. Mais bon, c'est comme ça, c'est ainsi. Et puis, mais c'était une merveilleuse histoire. Je pourrais jamais rencontrer une autre femme. C'est impossible. Hmm. Je n'en ai pas rencontré Oui. d'ailleurs. Et vous n'en avez pas envie particulièrement, peut-être aussi? Non, non, non. Non. Puis bon, j'étais gay quand j'ai rencontré, je suis toujours. Hein. Hmm. Hmm. Donc bi, en fait. Oui, on va dire ça pendant 5 Oui, ans. pendant 5 ans. Oui, Mais après, les sentiments ont pris le dessus. bien sûr. Et vous étiez bien ensemble en tant que Je compagnon suis de resté route? avec elle jusqu'à sa Oui. mort. Oui. Si j'avais pas été gay, elle serait pas restée avec moi. J'étais une forme de Ziggy, vous savez, la comédie musicale. Oui, oui, Hmm. Ziggy Stardust, Sauf hein, que, c'est ça? Oui, oui, c'est dans oui, Starmania, je crois. oui. C'est ça. Sauf que moi, j'ai fait un peu plus que Ziggy quand même. Bon, hein. Donc j'ai été bi, mais provisoirement. Mais je m'ennuyais ce soir, j'ai peur de la mort, c'est pour ça que j'ai appelé. Oui, Cependant, vous je ne avez sais pas bien si fait. c'est Quentin ou Corentin que j'ai eu, mais il a été vraiment très gentil avec moi. Hein. C'est Quentin que vous avez eu. C'est Oui. Quentin, Oui. il a été d'un sens humain que j'ai vraiment apprécié. Bon, de gentillesse, d'accueil, sympathique évidemment, hein, mais un sens humain que j'ai beaucoup aimé, vraiment. Bah, tant mieux, ça me fait plaisir que vous le disiez à l'antenne Ah parce oui, oui, oui. qu'effectivement j'ai une équipe Bon, absolument je formidable. pense que l'autre monsieur est tout Mais oui, aussi bien, hein, ça, mais c'est oui. sûr. Mais vraiment, d'ailleurs, je lui ai dit, si vous ne me rappelez pas, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de gens qui appellent, hein, surtout avec les élections de demain, qui nous angoissent depuis 6 mois. Demain, on aura déjà un premier déblayage, entre guillemets, à partir de 20h. Alors, je dis toujours, je ne vais pas écouter à 20h, mais je sais très bien qu'à 19h45, je serai déjà en train d'écouter, moi. Oui, je pense Hein. qu'on sera tous très Non, en attente. je suis très inquiet. Alors, je me demande, est-ce que j'ai bien fait? Oui. Être avec une Dites-moi. femme, quand on est bi, est-ce qu'on peut la rendre heureuse? Bah, manifestement, oui, vous avez Oui, été. parce qu'elle, ça lui convenait. Bah Bon, oui, bien on peut dire sûr. ça. Bon, Vous avez des. Vous voulez dire pas que vous avoir avez eu des d'enfant. doutes? Oui. Oui, pas avoir eu d'enfant, est-ce que c'est bien? Moi, je pense que c'est bien, parce que finalement, je me dis toujours, j'aurais eu une fille ou un garçon avec lui, j'aurais ma bru ou mon gendre qui me dirait, oh ben, venez Sylvain dimanche, restez pas tout seul. Oui, vous dirais, dites bon, ce rêve oh, autour de vous. Mais justement, est-ce que demain vous avez. et puis la vie est tellement courte que je vais finir. Hmm. Je les aurais vampirisés quelque part, enfin Oui. contre mon gré, bien sûr. Mais Est-ce que demain vous pouvez pas réunir ou aller chez des amis ou réunir? C'est sympa les soirées d'élection à plusieurs. Ça fait de la Non, vie. je vais aller voter demain matin à 8h, comme ça il n'y aura personne. Comme je suis complètement décalé, je suis insomniaque depuis l'âge de 15 ans, puis je travaille la nuit, de toute façon. Oui. Mais pas ce soir. Je me suis dit, oh, mais Sophie, mais jamais je pourrais parler à une autre Sophie. Eh ben si, C'est voilà. pas la même Sophie, évidemment. Ben oui. C'est un peu la même gentillesse, le même charisme. On va dire. Il y a des connotations. Je ne vais pas vous demander votre signe astrologique. Bon, le prénom, je l'ai, mais en plus, ce n'était pas son prénom, d'ailleurs. Mais ce n'était pas son prénom, elle était Capricorne. Ouais. Mais ce n'était pas son prénom. C'était un prénom qui n'existait même pas sur son état civil. En fait. Qu'elle avait choisi à cause de Sophia, mais non, la sagesse. c'est ses parents. Non, c'est ses parents qui voulaient l'appeler ainsi. Oui. Mais à l'époque, c'était les grands-parents qui décidaient du prénom. Ah oui. Et ils avaient dit Marie-Thérèse. Ah oui. C'est comme ça que ma mère, qui n'avait pas trop supporté en 72, que je lui avais dit que j'étais gay, elle m'avait dit, mais je ne serai jamais grand-mère. Je lui ai dit, non, c'est vrai, nous, on n'a pas trouvé le système encore. Hein. Mais quand j'ai rencontré Sophie 2 ans après, en 74, mais ça a été bien pire. Ça a été bien pire. Alors là, ça a été la rivalité de femmes. Hein. Oui. Oui, elle n'a pas compris, du coup. Moins, votre maman.
Mais tu as encore moins compris quand je lui racontais que j'étais en fait bi et que je n'étais pas devenu hétéro, que je n'avais pas été guéri, entre guillemets, parce qu'à Oui. l'époque, on parlait de ça, Oui, c'est vrai. dramatiquement. Oui. Bon, c'est pas que je sois pour le mariage pour tous, ni pour l'adoption d'enfants par des couples homo, que ce soit des femmes ou des hommes. Mais quand bien même, on respire un peu mieux. Oui, il y a plus de liberté d'être. Puis encore moi, j'ai la chance, ça se voyait pas trop. Hein. Ouais. Ouais. Vous l'avez entendu à ma voix? Dites-moi tout. Est-ce que moi je l'ai entendu à votre voix? Oui. D'après vous, Et- vous pensez que ça s'entend dans votre voix alors? Des fois, il y a des gens, ils traînent un peu sur les mots. Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Mhm. Hein, il y a un maniérisme certaines fois. Puis des fois, il y a des auditeurs qui téléphonent à la libre antenne. Ouais. J'entends une belle voix, et puis, eh ben non, je me suis dit, eh ben non, mais il y en a partout. Comme dit mon compagnon que j'ai depuis 5 ans, donc ça veut dire 3 ans après le décès de Sophie, il me dit, il est prof de piano. Évidemment, la musique nous a rapprochés, hein, ça c'est sûr. Quand j'étais piano amateur, il est Ah prof bah de alors vous piano. avez un compagnon, dites-moi tout. Oui, oui, oui. Bah oui. alors, Il lui ressemble, il est Capricorne aussi. quand vous dites bah, je suis tout seul, voilà. Je suis tout seul parce c'est- que parce que il n'est pas complètement libre dans la mesure où il habite depuis 20 ans avec son ancien ami. Ah, Ils ont acheté ensemble, mais il n'y a plus rien entre eux. Puis, le connaissant depuis 5 ans, si jamais il y avait quelque chose, je m'en serais rendu compte. Hein. Il se serait coupé. Je n'ai pas été avec une psy pendant 33 ans, qui m'avait dit d'ailleurs au début, c'est de la concurrence déloyale, parce que moi je voulais faire ce métier, puis ma mère ne voulait pas. Évidemment, elle avait peur de se faire accuser, entre guillemets. Quand elle a su que j'étais gay, elle m'a dit c'est de ma faute. Je lui ai dit non, c'est pas vrai du tout. Bon. Mhm. Hein. Mais bon, j'ai vieilli très tôt, parce que mes parents ont divorcé très tôt. J'ai eu des carences affectives, manque de père, un beau-père qui est devenu incestuel. J'ai vu ça sur Internet. ouais. Vous connaissez ce mot, non? Oui, bien sûr. Oui, voilà, c'est des équivoques Oui, c'est verbales. des comportements en fait. Oui, et des équivoques verbales. Quand ma mère... Exactement, qui induisent un lien incestuel, donc Oui, connoté. Ouais. Voilà, et qui aurait pu être homo, qui n'aurait pas été du tout, comment dire, incestueux vraiment, puisque c'était mon beau-père, mais... Oui, mais puis moi, ça fait des dégâts. Oui, bien sûr, moi j'aurais jamais demandé que ça, parce que Ouais. par rapport à mon père biologique, il était beau, de l'homme, hein. Il ressemblait à Michel Constantin, l'acteur. Ah oui. Hein. Et Un vous, grand vous mec avez comme fait, ça. Sylvain, une thérapie, un travail sur vous? Oui, j'en ai Oui. vu 3 ou 4. 3 ou 4, oui. J'ai remué tout ça, ces allusions un petit peu déplacées, auxquelles j'ai résisté d'ailleurs. Pourtant, c'était pas le désir qui me manquait, mais je voulais pas mettre par terre une relation de simplement un ersatz en plus. Alors que bon, j'ai eu un père biologique qui était vraiment pas top, hein. Qui est plus de ce monde maintenant, mais bon. Qui m'a pas élevé non plus, mais bon. Donc, j'ai remué tout Oui, ça. qu'est-ce et que puis, ça vous a permis? Vous dites j'ai remué, qu'est-ce que... ben, finalement, le dernier que j'ai vu 2 fois 6 mois, parce qu'il y a eu une interruption après je suis revenu. Après, j'ai rappelé, je dis, je pourrais revenir si jamais un jour j'avais bien besoin, sûr. parce que Ouais. mes traumas, enfin le mot est fort évidemment, mais mes traumas d'enfance sont comme un peu un boa constricteur. Il m'a dit oui, je sais bien, bon, je ne suis pas retourné, j'y allais parce que j'avais un épisode un peu dépressif, je suis un peu déprimé, bon, on serait à moi. Mais sauf que mon père biologique m'avait pris en otage à l'âge de 7 ans, point de vue affectif. En parlant de ma mère avec des mots qu'un enfant de 7 ans peut comprendre. Hein. Non, c'était inimaginable. Bon, il s'est marié plusieurs fois, hein. Donc, en 4 fait, mariages. Mais mon père, enfin, je dis mon père, la plus celui qui révélateur, vous a élevé. Monsieur Ouais. Freud, Ouais, mon d'accord. beau-père, en fait, m'a vraiment aimé. Ouais. Vous avez reçu... Il était maghrébin d'Algérie, pas du tout pratiquant. Il avait fait l'Indochine pour la France, et Michel Constantin, c'était vraiment sa tronche. Alors, comme il était bélier, ma mère trouvait que c'était Belmondo, mais moi, à chaque fois que j'ai vu des films avec Michel Constantin, à chaque fois que je les voyais, hein, dans La peau d'un flic avec Mireille d'Arc, dont j'étais très, très amoureux quand j'avais 20 ans. Ben oui, Delon était là avant, hein, bon. Oui. Mais chaque fois que je voyais Michel Constantin, c'était lui. Il lui ressemblait vraiment comme un jumeau. Hein. Et tout ce parcours que vous avez fait aujourd'hui, Oui. Je me demande où j'en suis, où je vais. Où je vais, si, je sais où je vais, hein, comme tout le monde. Hein. Oui, on y va tous. Oui, mais ça m'inquiète, ça m'angoisse. Ouais. Je me dis d'abord, est-ce que j'ai vraiment bien fait? Un peu à l'instar de ma mère. Ah, c'est un peu ce que j'ai bien fait. Est-ce que je peux me retourner avec ce sentiment d'apaisement, de fierté? Oui, voilà. Ouais. Voilà.
un aimant propre. Je ne veux pas dire ça parce que c'est politique. Hein. Mais, non, mais un peu ce qu'on pourrait dire l'œuvre d'une vie. Qu'est-ce que je suis venue faire là? Est-ce que j'ai rempli est-ce que j'ai ma vraiment mission? fait C'est ça? le mieux que j'ai pu. Hein. Ouais. Qu'est-ce qui vous fait douter de ça, Sylvain? Quels sont les éléments qui vous feraient douter? Parce que j'ai eu mes parents biologiques, tant ma mère que mon père, qui m'ont toujours abaissé. Moi, je pense que c'est ça. D'accord. J'avais payé $50 maintenant, la séance. Oui, ok, pour, mais Sylvain, comme dirait Diane Dufresne dans Turbulence. Ouais, vous avez 65 ans aujourd'hui. Vous avez fait pas mal de travail sur vous-même. Il arrive un moment où on ne ramène plus tout à ses parents, ou du moins, je l'espère pour vous. On revient toujours à ses parents, à son enfance. Je crois que l'enfance est un traumatisme dont on ne se remet jamais, quelque part. Traumatisme dont on se remet jamais. Il faut croire à ce moment-là que on n'a pas pu élaborer ce que c'est que l'entrée dans. On parlait d'individuation, c'est un processus naturel de tout être humain. On devient un individu, puis on s'individue, c'est-à-dire que on devient soi-même dans une autonomie de soi à soi. Oui, bon, je veux bien, mais est-ce que c'est normal croire que le traumatisme de l'enfance dure toute une vie, c'est donner peu de chance plus ou moins. À la vie d'un homme. Aujourd'hui, je suis chiné. Bon, je fais Emmaüs en même temps, je fais une bonne action. Ouais. Avec ma mère, j'allais Porte d'Ido tous les samedis et dimanches. C'est 2 jours où il y a des plus, même encore aujourd'hui. Hein, bon. Mais ça a duré pendant 4 ans, pour pas dire plus. Et là, vous voulez dire quoi? Vous voulez dire, et ça n'existe plus parce que votre maman n'est plus là? Non, ça existe bien sûr, puisque j'adore chiner. Bon, alors qu'est-ce qui... Les gays adorent chiner, soit dit en passant, mais pas que des gays, cependant. Mais, dans mon cas personnel, mais là, dans votre exemple, qui m'a inculqué ça. Moi, j'étais angoissé d'avoir du Formica et du Gary Barbès chez moi dans les années 70. Oui, et en quoi ça, c'est un problème? Oui, ça m'a resté. Mon père aussi, il a dit un truc ou deux, ça m'a resté. Oui, mais ça, c'est anecdotique. En quoi ça pose... Mais ça marque. Oui, mais c'est un héritage. C'est une partie de l'héritage. Voilà, c'est un mais c'est pas du trauma. Voilà, mais ça s'appelle... On a tous un héritage. Oui, c'est un héritage de l'enfance, de l'éducation. Oui, bien sûr, mais il y a des choses qu'on garde et des choses qu'on décide de ne pas garder. Oui, heureusement. On n'est pas obligé de tout garder. On peut garder aimer chiner parce qu'on a aimé ça avec sa mère. Oui, c'est vrai. Et puis, il y a d'autres choses que j'imagine que vous avez lâchées. Si on est un peu plus cérébral et complètement disséqueur comme compagnon. Eh bien. Je vais faire une parenthèse par rapport aux Champs-Élysées dans 2 minutes. Si je me redissèque tout, si ma mère avait aimé aller jouer aux courses, j'aimerais jouer aux courses en gros. Hein. Mon beau-père aimait ça. J'aime pas jouer aux courses. Pourtant, je sais que mon beau-père avait plus de valeur que mon père biologique. Hein. Mais donc, donc là, vous avez décidé que ça vous aimeriez pas. On est quand même, ça me fait penser à mon patron qui m'avait dit, par rapport, je ne sais plus si c'était sa fille ou son fils qui est encore chez lui, parce qu'il a 10 ans de moins que moi, où il y avait un sujet de philo, est-ce qu'on est marqué par le milieu familial, un sujet de bac. Hein. Bon. Je dis, évidemment qu'on est marqué par le milieu familial ou par ses parents, par je ne sais pas quoi. Je dis, dès qu'un enfant vient au monde, hein, bien sûr, on est né quelque part. Il a besoin du sein de sa mère. Moi, je n'aimais pas ça, j'ai été élevé au lait de vache. Bon. Parce que c'est vrai, je ne sais pas pourquoi, mais c'était comme ça. Bon, il y en a, j'avais une collègue dans une boîte où je travaillais dans les années 80, elle a été élevée au jus de carotte. Elle n'aimait pas le lait du tout, cette jeune femme. À l'époque, elle est plus si jeune que ça maintenant. Mais je veux dire, forcément qu'on est lié par l'environnement non seulement matériel, mais psychologique et affectif, bien sûr, c'est clair. Quelqu'un qui est né dans la famille, ça me fait penser à un nom tranquille, je ne me rappelle plus le nom des 2 familles, mais celui ou celle qui est né dans la famille A n'est pas pareil que celui qui est né dans la famille B, c'est sûr. Il va vivre des choses différentes. Bien entendu. Mais il reste du choix, il reste du libre arbitre. Oui, qu'on construit. En fonction de sa personnalité. Exactement. À condition qu'elle ne soit pas trop brimée. Donc c'est bien là alors, le sujet. Il y a des auditeurs... C'est bien là le sujet de mon appel. Est-ce que j'ai vraiment bien fait? Est-ce que je ne me suis pas assez battu contre des autorités parentales? Je pense que si, dans l'absolu quand même. Mais j'aurais pu mieux faire, comme on dit toujours. Oui. Donc la question, Sylvain, la question qui compte là pour vous, c'est de se dire, tout d'un coup, je me retourne, est-ce que finalement j'ai été suffisamment libre
dans ma vie, de mes choix, de mes décisions, Voilà, de mes c'est un actes. peu ça. C'est un peu Est-ce que ça. j'aurais pas pu davantage? Davantage. Bon, il y Ce a des serait gens, ils quoi? sont partis de chez eux. Moi, je suis parti de chez moi, j'avais 23 ans. Oui. J'étais Alors, amoureux de Sophie. Bon, voilà. Sylvain, parlons concrètement. Oui. En admettant que vous ne l'ayez pas été, ça ressemblerait à quoi avoir été plus libre? Qu'est-ce qui reste qui n'a pas été, on va dire, libéré? Ben, par exemple, il y a un truc dont j'ai honte énormément. Mm. Je vais reprendre l'accent de Jane Birkin pour vous le dire. Mais j'ai fait du piano en tant qu'amateur. Ouais. J'ai fait une prof bien connue dans le 5e, une Russe immigrée très, très, comment dire, copec, bourgeoise, prof de salon, on va dire ça. Parce qu'après, j'étais allé au conservatoire Serge Rachmaninoff, d'ailleurs, à New York, qui était beaucoup mieux. Pas longtemps, parce que j'étais déjà bien âgé, et puis des auditions, les examens, j'avais pas envie. Bon, mon compagnon est prof de piano. Je fais du piano un quart d'heure tous les 6 mois. Ouais. Un jour, je lui ai joué un morceau de Mozart que j'avais appris avec quelqu'un d'autre, et pas cette femme-là d'ailleurs. Il m'a dit, ben voilà, c'est comme ça que j'aime entendre Mozart. Et alors, Sylvain, mais j'ai ça, l'amour en aveugle. Et ça veut dire que vous vous culpabilisez de ne pas être fidèle à cet engagement vis-à-vis du piano? Pas fidèle seulement à celui-là, mais c'est que j'ai une relation parallèle avec quelqu'un qui a 40 ans. Évidemment, c'est gratifiant. Oui, mais par rapport au piano, parce que là, on part dans tous les sens avec vous, Oui, mais Sylvain. le piano, ça serait quelque chose qui serait un fil conducteur. Quand j'étais dépressif à l'adolescence, c'était un peu banal. D'accord. Mais le piano m'a tenu hors d'haleine. Eh bien, justement, Sylvain, Voilà. parce que là, dans votre témoignage ce soir, effectivement, on est bien d'accord tous les deux que ça part dans tous les sens. Et puis, pas seulement moi, les auditeurs qui vous écoutent aussi. Oui, voilà. Je suis un peu anxieux, sinon. Oui. Du coup, sachant ça, j'allais dire pourquoi pas, que vous soyez comme ça, plein de petits chemins parallèles de campagne. Mais pour vous, pour justement arriver à vous, pas forcément à vous enfermer, justement, mais à créer un canal. Quand on dit canaliser, créer un canal, c'est mettre l'énergie au bon endroit. C'est pas la disperser dans tous les sens. C'est vrai. Et ça, c'est mon problème aussi. Et du coup, vous tenir à quelque chose. Ça, c'est vraiment les enseignements des philosophes grecs. C'est s'en tenir, s'engager. Alors, ça peut être le piano, ça peut être quelque chose qui va vous créer de la stabilité. Oui, mais à ce moment-là, ne vous laissez pas le choix d'eux. Vous faites. Dans ces cas-là, on ne se laisse pas le choix. Soyons pas procrastinés. Voilà, exactement. D'accord. Donc demain, vous vous mettez au piano, c'est ça, Sylvain? On est bien d'accord tous les deux. Je vais demain soir. Justement. Oui, vous aurez un peu de temps pour votre clavier. On fait comme ça. D'accord. Un quart d'heure. Allez, je compte sur vous. Je vous promets. Merci. Un quart d'heure parce que vous vous appelez Sophie. Eh ben d'accord. Pensez à moi et jouez au piano. Voilà. Merci Sylvain d'avoir rappelé. Oui, enfin en tout cas, les Sophies sont très gentilles. Bonne nuit à vous. Merci de votre accueil, vous aussi, et puis merci de m'avoir écouté. Merci à vous. Bonne nuit. Au revoir. Bonsoir Christiane. Oui, bonsoir. Bienvenue. Je vous remercie de m'accueillir. Mon petit problème, c'est que j'ai des soupçons ou je sais pas, je me sens pas bien par rapport au compagnon de ma sœur. Oui. Qui semble profiter d'elle. Oui. Alors, il faut dire que ma sœur est quand même très fragile. Elle a subi pas mal d'interventions chirurgicales au niveau du squelette et elle est épileptique. Elle a une lésion au niveau de l'amygdale du cerveau. Oui. Et elle a du mal à vivre tout ce qui lui arrive. Et d'autant plus qu'elle a eu un divorce hyper difficile avec une adoption d'un enfant tahitien. Et cet enfant lui a été enlevé par le père d'une façon pas très délicate, en tout cas au niveau de la justice et de tout ce qui se passe dans un divorce, quoi. Donc elle avait cette mission d'élever cet enfant tahitien et puis du coup elle a été hyper choquée. Elle a fait une ETS, elle a fait elle a fait plein de trucs devant l'enfant et depuis elle est hyper fragilisée. Et elle a retrouvé à l'occasion d'un concert, puisqu'elle chantait dans une chorale, elle a retrouvé un ancien compagnon qu'elle avait connu il y a une dizaine d'années
Et il a l'air de s'accrocher à elle. Et je pense quand même qu'il s'accroche à elle parce qu'elle est affaiblie et qu'elle lui cède sur beaucoup de choses. D'accord. Elle est plus jeune que vous ? Elle est plus jeune que moi, elle a 66 ans. Oui. Et moi j'ai 70 ans. D'accord. Nous sommes séparés en France. Je donne pas les régions, mais bon. Oui, vous êtes éloignés, c'est ça. Nous sommes éloignés. D'accord. J'ai passé une dizaine de jours il y a quelque temps, là. Il y a une semaine. Il y a une ou deux, semaine. Là. Et c'est ça qui vous a donné. Donc vous avez passé 10 jours chez elle, c'est ça ? Oui, j'ai passé une dizaine de jours chez elle. Et c'est là que je me suis rendu compte que bien que ça lui porte beaucoup de bénéfices d'avoir quelqu'un à la maison, pas moi mais lui, ça m'a semblé un peu bizarre le comportement de cet homme. Alors, à quoi, par exemple ? Eh bien, par exemple, il est toujours en train de demander de la monnaie, de l'argent, une pièce par-ci, une pièce par-là. Et même moi, à un moment, il a dit, est-ce que tu aurais 1 euro ? Alors, Evelyne, ma sœur n'en avait pas, donc j'ai ouvert mon porte-monnaie et j'ai sorti une pièce d'1 euro, mais en fait, c'était une pièce de 2 euros. Ben, il l'a prise comme ça. Il gagne pas sa vie, ce monsieur ? Si, il gagne sa vie. Il travaille pour... je ne peux pas le dire parce que c'est un métier un peu... Non, mais il gagne sa vie. Enfin, il a une situation... Oui, c'est ça. Voilà, il est en autonomie financière. Il est en autonomie complète. Il est plus jeune que ma sœur. Oui. De 10 ans. Oui. Et il a sa maman dans une maison de retraite, mais il habite un appartement qui est entièrement payé, dont il n'a pas de frais sur l'appartement. D'accord. Voilà. Donc, il habite pas très loin de... Pas très loin. Bon, il habite la même ville, toujours. Il vient souvent... Il venait, et maintenant, il s'est installé. Il a lâché complètement son appartement ? Oui. D'accord. En revanche, il a pour moi, c'est du harcèlement, mais c'est quand même un mot. J'aime pas trop utiliser les mots un peu forts dans les situations de la vie, parce que quelquefois ça correspond pas tout à fait. Et puis c'est quand même un affect que j'ai moi par rapport à ma sœur, donc je peux grossir un peu les choses. Oui, bien sûr. Donc je pense quand même qu'il est un peu insistant, disons, voilà, sur le fait qu'il est sans arrêt en train de lui dire, écoute, si tu bazardais tous tes livres, tes tableaux, tes machins, tes trucs, tes vieilleries, tu viendrais habiter dans mon appartement et tu n'aurais pas de frais parce que je te ferai un pont d'or. Seulement le pont d'or, je le vois pas parce que par exemple, il a vendu la voiture de ma sœur, puisqu'elle ne peut plus conduire. Il l'a vendue à un ami qui ne la paye pas. Ah, qui n'a pas payé la voiture. Voilà. Et il s'est arrangé comme ça, en disant... Donc, ils ont fait les papiers, la carte grise, tout, mais il n'y a pas eu... Oui, il y a eu la signature des papiers, tout s'est fait dans le bon ordre. Oui, et comment vous savez il dit à ma sœur, on s'est arrangé comme ça, il te payera 50 euros par-ci, 50 euros par-là. Et votre sœur en dit quoi de tout ça ? Eh bien, voilà, le problème, c'est que ma sœur, elle dit un petit peu la même chose que moi. Quand je lui en parle, c'est pour ça que je ne voudrais pas avoir de l'influence sur son jugement, encore que je me demande jusqu'à quel point elle a du jugement, quoi, parce que elle se laisse un peu aller au plaisir d'avoir quelqu'un avec qui être le soir. Parce que elle se rend compte qu'elle est quand même très affaiblie. Elle habite au 4e étage d'un immeuble sans ascenseur. Oui. Elle a beaucoup de mal à faire ses courses et tout ça. Et bon, il ne l'aide pas. Je ne veux pas dire qu'il l'aide, mais en revanche, il est là. Ah, mais il ne lui aide pas dans les tâches quotidiennes si elle a du mal à se déplacer. Il ne l'aide pas parce qu'il estime que comme elle a des infirmières qui viennent, elle a le kiné, elle a l'orthophoniste. Oui, mais aller faire une course de temps en temps, c'est quand même... Non, même pas. Donc moi quand j'y suis allée, je lui ai rempli son réfrigérateur et son congélateur, mais bon, le soir même quand j'ai téléphoné à ma sœur, je suis bien rentrée, elle m'a dit, tu sais, il a déjà mangé les 2 steaks hachés, il se les a fait cuire pour lui, donc elle s'en rend compte, elle s'en rend compte et en même temps, comme vous dites, elle est partagée entre le fait de se dire, bien entendu, j'ai aussi besoin de quelqu'un et d'une présence et il a le mérite d'être là.
Mais attention, parce que en acceptant ce genre de situation, même si c'est très humain, on va dire, le bénéfice peut vite s'évanouir face aux inconvénients qui peuvent même devenir des dangers dans ce que vous racontez. C'est ça que je crains pour elle. Eh ben moi, c'est ce que je crains aussi, mais je ne sais pas. Justement, c'est ce que je disais à Quentin. Je ne sais pas quelle est l'attitude que je dois avoir par rapport à ma sœur qui semble ne pas tellement tenir compte. Elle me dit pas que je suis bête, elle me dit rien de tout ça. Elle a bien conscience, hein, j'ai l'impression. Oui. Mais malheureusement, j'ai l'impression que ça passe par une oreille et que ça ressort par l'autre, quoi. C'est qu'elle n'a pas envie de voir. Et là encore, c'est très humain. Enfin oui, vous avez raison, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre, parce que si elle voyait vraiment, alors elle le quitterait. Et c'est une décision qu'elle n'arrive pas à prendre. Sachant que lui aussi a quand même une certaine, peut-être une forme, en tout cas d'emprise entre guillemets. Enfin, en tout cas, il est très présent, et il sait l'influencer sans doute comme il faut. Et puis elle se sent, et vous avez raison, affaiblie. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme, voyez, comment finalement votre attitude, ce serait de lui donner suffisamment de force à elle, c'est-à-dire qu'elle se sente elle-même suffisamment forte et puissante pour prendre une décision qui lui convienne. Pas manier la peur, parce qu'elle l'écoutera pas, puisque, si vous voulez, c'est la peur qui l'a fait tenir. De toute façon, c'est la peur qui l'a fait tenir. Exactement. Voilà. Donc si vous, si vous avez un discours de peur face à un autre discours de peur, ça crée de l'asymétrie. Sa peur va augmenter, la vôtre va augmenter, et finalement, ça va être peur contre peur, mais j'allais dire, ce sera un dialogue de sourds, en fait. Ah oui, tout à fait. En revanche, comme elle est dans la peur, ce dont elle a besoin, c'est de ressentir de la force et de la puissance. Oui. Parce qu'elle se sent en état de faiblesse. Donc la décision qu'elle prend aujourd'hui, en tout cas, le choix dans lequel elle est, on va plutôt dire ça comme ça, c'est pas vraiment une vraie décision. Elle est dans ce choix-là, faute de se sentir suffisamment forte ou puissante. Voilà. Donc elle a besoin d'être rassurée, de sentir qu'elle est capable qu'elle a sa tête, parce que j'ai quand même l'impression qu'elle a sa tête, qu'elle arrive à raisonner. Tout à fait, elle a un raisonnement. D'ailleurs, c'est quand même quelqu'un d'intelligent. Oui, d'accord. C'est une infirmière, une ex-infirmière. Ah, oui. Elle a fait de la sophrologie, elle a un diplôme de sophro et de psychologie. Elle peut analyser, disons, certains trucs. Et alors, sur elle-même, ça ne marche pas. C'est ce que je lui ai dit une fois. Je lui ai dit, c'est bizarre que tu puisses pas adapter tes savoirs sur toi-même. Quelquefois, on a un peu moins de recul, on est pris dans des contradictions, on est pris dans son inconscient aussi, qui est là. Alors, il y a Anne qui pose une question intéressante, qui dit, mais pourquoi elle n'essaierait pas d'aller habiter chez ce monsieur qui le lui a proposé? Effectivement, j'ai envie d'ajouter au propos d'Anne, c'est que une fois chez lui, elle aura plus de liberté pour partir et retourner chez elle. Ah oui, aussi, c'est vrai aussi. D'une certaine manière. D'une certaine manière, moi je lui ai dit à un moment, mais pourquoi pas à la limite, oui, puisqu'il il dit qu'il a des choses à proposer. Il a des choses à proposer. Alors qu'elle y aille. Si elle se sent capable, mais à ce moment-là de dire, et si ça ne me va pas, je reviendrai. Vous pourriez lui dire, pourquoi tu n'irais pas? Peut-être ça te soulagerait, parce que comme il va être chez lui, c'est lui qui va remplir le frigo. C'est lui qui va faire les courses. Vrai. Normalement, on va dire, chez lui. Il sera chez lui. Donc il va peut-être prendre plus d'initiative, être un peu plus là pour elle, pour les besoins, qu'elle se mette pas en difficulté, c'est-à-dire qu'elle garde son logement pour l'instant, au début de voir, et puis vous lui dites, mais je compte sur toi, tu es assez lucide, assez forte pour, si ça ne te va pas, faire machine arrière. Tout à fait. Et ça va lui donner de la latitude. Ce qui lui fait peur, c'est effectivement de déménager vraiment comme il le dit lui, c'est-à-dire se débarrasser de tous ses livres. Alors comme Diane, alors là il faudrait ne pas quitter, mais tester, voilà. Et ben voilà. Oui. Ah oui, alors sinon il y a Catherine qui dit que vous pourriez éventuellement, mais j'ai pas l'impression que ce soit le cas, mais effectivement je vous le dis, faire une demande de protection juridique au tribunal d'instance. Figurez-vous que nous en avons parlé toutes les deux. Ah, ça. Et que, c'est une très très bonne question, parce que je lui ai dit, à la limite, tu vas voir carrément le juge et tu lui dis que tu as
des difficultés à faire ton budget, par exemple, ou n'importe quoi, oui. et que tu aimerais avoir quelqu'un qui t'aide. C'est seulement une petite protection comme ça au niveau financier. Et elle n'était pas spécialement contre. Elle a bien réfléchi là-dessus. Et je pense qu'elle est en train d'y réfléchir aussi. Qui lui donnerait de l'autonomie par rapport à lui. Voilà. D'accord. C'est-à-dire qu'elle se sentirait moins bousculée et obligée de payer des tas de choses pour cet homme qui, au demeurant, quand même, lui dit est-ce que tu as lavé mes chemises ou est-ce que il est allé chercher un costume qu'il avait fait refaire les ourlets à la mercière et il lui a dit donne-moi 30 € pour la mercerie et elle lui a donné. Donc c'est des petites choses, vous voyez, et c'est vrai que ça me met mal à l'aise par rapport à elle parce que je sais quand même que c'est une femme elle est forte, mais elle est très 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 faible et étant donné sa lésion à l'amygdale du cerveau, elle a des émotions très comment dire vraiment très fortes. Oui, très fortes. Oui, très, parce que c'est le siège, le cortex préfrontal, c'est le siège des émotions. Alors, soit ça les annihile, soit elles deviennent très très fortes. Mais là, en l'occurrence, non, elle a peur de tout, elle peut plus rien faire, elle est très très peureuse de tout, quoi. Elle a du mal du coup à elle a gérer. du mal à juger et à se positionner par rapport à une situation qui d'avance lui l'angoisse, quoi. Et c'est vrai que c'est difficile d'entrer dans sa vie comme ça parce que on a eu une vie très très chargée toutes les deux familialement, mais on a des souvenirs de gravité, de maladies et d'accidents chez nos parents et chez tout le monde. Donc on a quand même un vécu qui est très lourd. Et elle est restée un peu là-dessus. Et en revanche, j'essaie de lui dire tu as tes enfants, tu as ton petit-fils, mais il y a des choses qu'elle ne peut pas. Elle dit oui, mais il y a moi aussi. Elle a raison. Elle a raison. Ouais. Elle a bien raison. Mais il faudrait qu'il y ait elle dans un cadre qui soit serein. Oui. Alors, il y a Cathy qui demande et si les deux sœurs vivaient ensemble et mettent cet homme dehors, mais vous dites vous êtes éloignée, est-ce qu'elle changerait de région ? Moi, je suis éloignée puis mariée. Oui, oui. Donc, votre époux ne verrait peut-être pas d'un bon œil votre sœur arriver. Il ne voit pas trop d'un bon œil parce qu'effectivement, pour lui, c'est des situations qui sont complètement inconnues par rapport à une famille qu'il a qui est toute joyeuse et toute heureuse et sans problème. Donc, il a du mal. D'ailleurs, je le disais à mon médecin qui m'a dit, mais de toute façon, c'est des gens, ils peuvent pas tout à fait comprendre ce que vous vivez, vous, depuis que vous êtes né, quoi, en fait. Donc, c'est sûr que... Mais là, je lui ai proposé, je lui ai dit, de toute façon, si tu veux payer moins de loyer, il y a la possibilité que tu viennes chez moi parce que les loyers sont beaucoup, beaucoup moins chers que chez toi. Ça, c'est peut-être une bonne... C'est ce que j'allais vous dire dans votre région. Et au moins, justement, si elle a des soucis de santé, elle serait proche de vous. Tout à fait. Et ce serait rassurant parce que là, vous voyez, un auditeur qui dit... oh là là, moi je le sens pas du tout. Donc concernant son compagnon. Et si c'était un joueur d'argent, il a l'air d'avoir le profil. Et si elle va chez lui, il a joué à une époque. Ah tiens, c'est intéressant. Alors cet auditeur dit si elle va chez lui, il risque de la convaincre de vendre son appartement. Un cas arrivé à une connaissance, méfiance. Eh oui, non mais elle est en location, donc il peut pas. Déjà il peut pas vendre l'appart. Mais d'accord. Elle a quand même des économies qu'elle a reçues. Elle a reçu un peu d'argent de son divorce, de son premier divorce, donc. Et elle, je pense que les économies, elle est obligée de vivre dessus parce que sa retraite est très très faible. Mais la question qui se pose, c'est toute le fait, est-ce qu'elle se sent, vous pourriez d'ailleurs le poser question, est-ce qu'elle se sent facilement manipulable par lui ou pas? Elle le dit que oui. Elle dit que oui.
Ouais. Elle dit parce qu'elle me dit, mais je peux pas lui dire ça, je peux pas. Non, sûrement pas. Mais à ce moment-là, ça, c'est de la conscience et de l'intelligence. À partir du moment où on se rend compte que effectivement, j'allais dire, c'est là où elle est vulnérable. Oui. Mais c'est le fait de connaître notre vulnérabilité qui nous rend forts. Donc, si elle prend la pleine mesure de cette vulnérabilité qu'elle a, qui est à elle et qu'on comprend avec tout le tableau que vous dressez là, et aussi voilà son problème neurologique, psychoneurologique. À ce moment-là, c'est de la véritable intelligence de vie, c'est de dire moi je me sais vulnérable là, et donc je ne me mets pas dans ce danger-là. Oui. Et c'est ce que je lui dis. Je lui dis, sois vigilante au jour le jour. Et puis, de toute façon, on s'appelle tous les jours. Mais je voudrais pas être, moi, intrusive au-delà de ce que j'ai le droit de faire. Oui, on ne vous... Alors, je vous rassure, Christiane, parce que dans la façon que vous avez à la fois de parler, d'exposer, il y a même Anne qui dit bravo à cette grande sœur. Vous êtes tout à fait juste. Bon. Et ça, vraiment, rassurez-vous là-dessus, parce que je vous sens avec toutes les précautions, très humaine que vous avez envers votre sœur, et plutôt vraiment dans l'empathie, la bienveillance, l'accueil sans pression. Oui. Peut-être d'ailleurs être, j'allais dire plus ferme, pas plus ferme, mais montrez-vous plus. Voilà. Pas tant dans votre inquiétude que dans tout ce que vous comprenez de la situation, et peut-être particulièrement le point là qu'on vient d'échanger ensemble, en lui faisant valoir que elle est effectivement vulnérable et elle le sait. Et en soi, c'est pas grave, on l'est tous à des endroits différents. Mais que ce qui nous invite dans ces cas-là à faire pour avoir notre force, c'est de tenir compte de cette vulnérabilité pour agir en conséquence. Tout à fait. Tout à fait. Et il y avait Véronique qui demande quel rôle jouent ses enfants. Alors, ses enfants, elle a un fils qui est éloigné aussi d'elle, et sa fille habite dans la même ville et s'occupe beaucoup d'elle, mais malheureusement, elle a un métier qui ne lui permet pas de la voir beaucoup, mais elle s'appelle. Et elle va la voir une fois par semaine. Et elle se tient au courant. Et elle m'appelle aussi, donc on communique bien. D'accord. Et vous en avez parlé du rôle de ce compagnon? Qu'est-ce qu'elle en pense? Pas encore, parce que je viens juste de rentrer justement de chez ma sœur. D'accord. Et je dois appeler ma nièce demain ou lundi. Et je me promets de lui en parler. Oui, ce serait bien. Parce qu'elle le connaît, mais elle l'a pas vécu. Moi, je l'ai vécu parce que j'étais chez eux en même temps. Bien sûr. Et puis d'avoir le sentiment de sa fille, qu'est-ce qu'elle en pense, qu'est-ce qu'elle a observé aussi. Oui, tout à fait. Est-ce qu'elle a observé autre chose? Bien sûr, bien sûr. Bien, écoutez, Sophie, ça m'a fait du bien d'en parler à quelqu'un d'étranger, d'extérieur. Oui. C'est toujours positif. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et je pense que je suis un petit peu, effectivement, dans la bonne voie. Je me sentais assez bien dans la bonne voie, dans la mesure où ma sœur, elle n'était pas braquée contre moi. Oui. Donc, vous m'avez jeté une petite pierre dans ma petite mare. Oui. Et puis, je vous remercie en tout cas. Il y a un joli lien entre vous, Christiane. Il y a de l'écoute, il y a de l'attention. Il n'y a pas de jugement, ni de l'une ni de l'autre. Et ça, c'est vraiment la garantie d'une belle relation, de quelque chose de solide. Mais c'est beaucoup parce qu'on a eu beaucoup de grosses difficultés en étant enfant et adulte et adolescent et tout ça. Mais vous avez beaucoup d'accidents et de maladies dans la famille qui nous ont vus. On a vu beaucoup de morts. Oui. Donc, même en étant enfant, malheureusement. Vous avez su rester en tout cas. Mais on a essayé de s'accrocher. Bon, non, en fait, non, j'ai pas le sentiment d'être accroché. Non. Disons qu'on a essayé de marcher sur un chemin qui nous faisait espérer quand même des choses. Et dans le respect de la différence de chacune, parce que quand vous parlez d'elle... Elle n'a pas réagi de la même façon que moi à certains événements. Oui, c'est ça. Et on a failli se fâcher, mais on n'a pas pu. On n'a pas pu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est intéressant pour tous les auditeurs qui vous écoutent, où il y a beaucoup de fâcheries dans la famille. Parce que
on revenait toujours sur, mais oui, mais tu te souviens que quand on avait dit ça, toi tu t'étais insurgé, moi pas, et on était quand même finalement tombés sur sur la même idée. Et c'est vrai qu'on a échangé des idées quelquefois qui étaient pas contraires, mais assez différentes. Et on se retrouvait, au bout du compte, en échangeant comme ça, on se retrouvait sur la... Mais on disait, mais c'est vrai, c'est bien vrai ça, comme le commissaire Souplex. Ah oui, d'accord. Et c'est drôle parce que on a quand même 4 ans d'écart, elle n'a pas fait du tout les mêmes études que moi, on n'a pas du tout le même caractère. Ouais. Et même avec mes parents, on était dans une position très différente. J'étais l'aînée, elle était la 3e. Entre elle et moi, il y a un frère et on a un petit frère encore. Mais c'est difficile parce que quand elle était adolescente, j'étais un peu adulte, mais j'étais toujours trop bien mûre par rapport à elle. Et c'était quand même une jeune femme, une jeune fille qui toujours trouvait qu'il y avait quelque chose qui allait pas, que c'était pas bien, que sa robe elle était froissée, que des trucs comme ça. Et vous étiez plutôt maternelle, un peu grande sœur avec elle. Toujours protectrice comme vous l'êtes là aujourd'hui. Toujours, mais vigilante en tout cas, on va dire. Vigilante, voilà, c'est ça. Vigilante, voilà. Ouais. Sachant que cette petite sœur-là, elle a besoin de vous. Et elle le sait d'ailleurs, elle sait qu'elle peut compter sur vous. Elle a besoin de moi parce que quand je ne l'appelle pas, c'est elle qui m'appelle. Oui, et aucune des deux n'est là à compter, qui a appelé, comme on fait parfois. Ah non, jamais. Jamais. Oui, il y a beaucoup de liberté aussi dans votre relation. Oui, tout à fait. Même on parle de tas de choses qui sont même assez très personnelles, quoi, disons. Et alors, c'est ça qui est très aidant, vous savez, Christiane, quand vous me demandiez aussi comment l'aider, c'est comme elle ne se sent pas jugée. Oui. Et comme vous avez un bon niveau de dialogue, vous pouvez vous dire les choses. Oui. Il n'y a pas à l'influencer, ni à lui dire de prendre telle ou telle décision. Il y a juste à lui dire ce que vous observez, vos ressentis, pour la laisser libre, elle, de pouvoir décider. De réfléchir à partir de là. Et oui, et de lui faire confiance dans les décisions qu'elle prendra. Tout à fait. Oui. Ça m'aide beaucoup. Parce que si, effectivement, elle se sent facilement influencée, à ce moment-là, là, pour le coup, j'ai envie de dire, on va peut-être pas jeter dans la gueule du loup. Parce que s'il y a un risque, ça veut dire qu'elle trouvera plus la capacité au moment où elle en aura besoin. Non, il faut la laisser aussi reprendre un petit peu les forces de se battre. Oui. Et se battre ou en tout cas d'être bien dans son territoire. Voilà, de récupérer sa vie. Sa vie, c'est-à-dire ce qu'elle aime faire, ce qu'elle sait bien faire, malgré tout, malgré bien sûr le poids qu'elle porte, mais qu'elle, bien sûr, on peut tout à fait comprendre et imaginer qu'elle puisse se sentir diminuée, que ce soit difficile, mais elle a encore toutes des capacités, des ressources. Et vous savez, comme dans la vie, on crée un équilibre, c'est tout d'un coup remettre du poids dans la balance à un côté, c'est-à-dire là où il y a de la ressource pour que ça remonte. Oui. Sinon, si elle met le poids là où ça va pas, elle va créer du déséquilibre encore plus fort. Et oui. C'est le risque avec sa peur. C'est le risque avec sa peur. C'est ce que dit René, qui dit au fond, ce qu'on entend, c'est qu'elle va malgré elle vers ce qui lui fait peur. Comme souvent d'ailleurs pour nous tous. On est attiré, oui. On est attiré par... C'est par peur d'eux, finalement on agit, on fait des choix, et finalement on valide la peur qu'on avait. Tout à fait. Et on se retrouve malheureusement là où on ne voulait pas aller. Oui, exactement. Mais là où on ne voulait pas. Consciemment, mais inconsciemment, oui. Il se passe autre chose. Et oui. Comme une forme de pulsion. Donc elle est, je pense, complètement en capacité d'entendre là ce qu'on est en train de... Je pense aussi, parce que je lui ai dit, on a bien parlé pendant 10 jours là, mais bon, d'habitude quand j'allais chez elle, on dormait toutes les deux ensemble, parce qu'on a toujours dormi ensemble depuis qu'on est petits. Ah oui, c'est joli ça. Oui. Vous voulez dire dans le même lit ou dans la même chambre? Dans le même lit. Ah oui. Oui. Ah, c'est extra. Alors on se mettait une petite musique, parce que comme elle était chanteuse, elle était soprane dans une chorale. Et maintenant elle peut plus chanter. Elle peut plus chanter. Elle a des problèmes de thyroïde aussi. Enfin bon, elle a plein de trucs qui sont vraiment difficiles.
Et donc, elle chante plus, mais on écoute beaucoup. Donc, vous vous mettez au lit et vous papotez, vous refaites le monde. On éteint la lumière. Hein. Ah oui. Ah, c'est extra. Et oui. Et là, puis, comme il y avait son compagnon, j'ai pas pu cette fois. Ah, parce que lui, il n'était pas d'accord? Eh ben, il n'était pas trop d'accord. Hein. Pourtant, elle avait dit, tu sais, avec ma sœur, on dort ensemble quand elle est là. Et donc, il pouvait aller chez lui? Voilà, il n'a pas voulu. Donc, c'est un peu un truc en plus. Ah quoi, oui, voilà. alors ça vous est resté en travers, Christiane. Oui, ça, je comprends. Parce qu'il vous a enlevé le plaisir et elle aussi, finalement. Oui, tout à fait. En fait, il a pris une place entre vous deux. Il vous sépare. Mais non, mais je ne suis pas jalouse parce que je n'ai pas du tout le tempérament d'être jalouse. C'est ce que j'entends. Non, c'est ce que j'entends, c'est le plaisir. Si lui serait bénéfique à 100%, je serais ravie. Oui, surtout que vous, de votre côté, vous êtes mariés. Oui. Ouais. Oui, mais enfin, bon, ça, oui, vous avez raison, ça vous a enlevé un plaisir, c'est pas, bien sûr, de la jalousie. C'est pas grave, parce que bon, il y avait autre chose avec, mais... Mais est-ce que ça lui allait, elle, À elle, ça lui allait. Oui, d'accord. Ça lui allait. Bah alors, donc, c'est ça qui compte. Vous voyez, c'est pour ça que vous avez raison. Mon plaisir a été juste sur ce point-là, mon déplaisir, disons. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Le matin, elle se levait de bonne heure, on prenait le petit déjeuner ensemble et voilà quoi. Mais bon, c'est... Enfin, je vous remercie beaucoup, Sophie. Ça a été très agréable, notre conversation, et très enrichissante pour moi. Vous allez peut-être appeler sa nièce, du coup, avant, peut-être. Je vais l'appeler demain. Je vais l'appeler demain. Voilà, pour avoir un petit peu un autre écho. Avis, et puis ce qu'elle souhaite, ce qu'elle en pense et comment elle pourra agir avec sa maman, quoi. Voilà. Parce qu'elle a pas mal, d'influence. En tout cas, l'écoute, elles ont aussi une bonne relation toutes les deux. Elle a quel âge, sa fille? Elles n'ont pas une relation. Elles ont vraiment. Ce que je peux vous dire, c'est qu'elles ont une relation mère-fille. Oui. Avec tout ce que ça comporte de magnifique et de difficile. Douloureux. Oui. Voilà. Mais elle est adorable, ma nièce, elle est vraiment adorable. C'est une jeune femme très équilibrée, très intelligente. Elle est bien. Voilà. Oui. Et donc, et sa maman l'écoute et elle écoute sa maman. Vous en avez jamais parlé? C'est amusant ça, parce que ça fait combien de temps qu'ils sont ensemble là? Eh ben, ça fait. Il habite chez elle pas depuis longtemps en fait. Juste un peu avant que j'arrive. C'est pour ça qu'elle lui avait dit que d'habitude on dormait ensemble et que ça lui aurait bien plu de continuer, quoi. Ah oui, donc il n'y a pas tant de recul que ça? Non, il n'y a pas de recul. Il y a un mois à peu près. Et la relation, elle, date de combien de temps? La relation date depuis plus longtemps, mais il rentrait tous les soirs chez lui. Mais ça fait elle le connaît depuis 6 ou 7 ans déjà. Et elle l'a retrouvé, elle l'avait perdu de vue, et elle l'a retrouvé lors d'un concert. Mais en fait, ils se fréquentent depuis quelques mois, de nouveau. Voilà, depuis 2, 3 mois, 4 mois. Ah oui, ça va très vite. Oui. Alors en 2, 3 mois, il arrive chez elle, et maintenant il veut qu'elle habite chez lui. Voilà. Oula, mais ça va très très vite, ça. C'est très lourd quand même. Oui, si ça se trouve, la fille est même pas au courant que ça va si vite. Ah ben non, la fille, elle n'est pas au courant que ça va si vite. Alors, ça, rien que le fait que ça aille si vite, Christiane, rien que ça, vous voyez, je trouve que c'est déjà un warning, parce qu'en 3-4 mois... Oui, bien sûr. C'est pour ça que ça m'a fait un peu... Oui. Disons que j'ai eu envie d'en parler à quelqu'un parce que ça me semblait bizarre. Oui, vous savez, quelquefois on sent bien les choses, on se dit c'est bizarre, on trouve pas, mais mais vous pouvez vous faire confiance là-dessus. Bon, et je vous fais confiance, Christiane, je pense que vous allez avancer. Beaucoup. Merci de nous avoir appelés. Je vous embrasse tous. Moi aussi, je vous embrasse. Au revoir, Christiane, bonne nuit à vous. Bonne nuit. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters.
écoutez Europe 1, c'est la libre antenne qui se poursuit avec vous et en direct jusqu'à 1h du matin. Ça y est, nous sommes déjà dimanche et dès aujourd'hui, chacun d'entre nous aura à prendre une décision pour désigner l'un des candidats à la présidentielle. Alors prenez le temps de faire votre choix car on est en permanence sous influence et un espace personnel est important pour décider. Et n'oubliez pas que glisser son bulletin dans l'urne est une des façons de travailler aussi l'estime de soi. C'est dans le quotidien aussi que nous travaillons en tant qu'humains. Vous donnez votre voix, vous décidez en votre âme et conscience dans le secret de l'isoloir, c'est-à-dire dans l'intimité. Un choix donc éminemment personnel dans lequel la voix de chacun compte et a la même valeur, ce qui n'est pas négligeable. Allez, on donne de la voix aussi dans cette émission et on y travaille l'estime de soi. Quentin et Corentin accueillent vos appels au 39 21 et c'est Nicolas Godet qui réalise cette émission. N'oubliez pas que vous pouvez également réagir et questionner avec vos SMS au 7 39 21 en condensant votre texto par le mot nuit ou nous adresser un mail sur europe1.fr ou sur la page Facebook de la libre antenne du week-end. 39 21, je vous écoute et je vous réponds. Europe 1, Sophie Peters. Bonsoir Delis. Bonsoir Sophie. Bienvenue. Merci de prendre mon appel. Je suis un peu stressée. Donc voilà, comme je l'ai expliqué un peu dans le mail, j'ai un petit garçon que j'élève seul, qui a 10 ans, et j'ai énormément de difficultés au niveau de son éducation. Beaucoup de difficultés scolaires. Il n'aime pas aller à l'école. Hein. Il voit un pédopsychiatre depuis la séparation avec le papa. Oui. Voilà, un orthophoniste une fois par semaine pour l'aider un peu. Bientôt, et enfin une psychologue qui va pouvoir le voir régulièrement. Je l'ai inscrit à un sport de collectif pour essayer un peu de le booster un petit peu parce qu'il manque de maturité. Oui. Et donc j'ai énormément de problèmes. C'est tous les jours un peu la même chose. Au niveau des devoirs, ça se termine en larmes. Moi, je suis là, on arrive au mois de. Oui. Je suis épuisée. Oui. Donc je ne sais plus comment gérer avec lui. Je n'insiste pas, c'est-à-dire que maintenant je lui dis il faut faire les devoirs, ça va prendre 10 minutes. Et puis maman je sais. Donc voilà, donc moi je sais qu'il a les capacités, mais est-ce que c'est le fait qu'il est séparé du papa, je ne sais pas. C'est une séparation, je pense qu'il l'a perturbé parce que voilà, on est partis comme des voleurs. Et le problème, c'est qu'il a assisté à des scènes que je ne voulais plus qu'il assiste. Et donc voilà, moi, à son niveau, je ne sais plus quoi faire. Moi, Vous lui avez dit que c'était aussi pour le protéger? Tout ça, il le sait? Oui. Oui. Et est-ce que le pédopsychiatre peut aussi vous aider à mieux le comprendre et le pédopsychiatre qu'il suit? Écoutez, moi, quand je l'accompagne, je reste dans la salle d'attente. Oui, je sais bien. Oui, mais est-ce qu'il est possible d'avoir un conseil, vous voyez, d'éducation, pas d'avoir évidemment la teneur de ce qui s'y passe, mais de la part du professionnel qu'il suit? Je n'ai pas posé la question, mais moi, je pense que c'est le fait qu'il ne voit pas son père, ou c'est irrégulier. Et, il le voit de temps en temps, son père? De temps en temps, oui. Quand monsieur veut bien le chercher. Et quand il le voit, est-ce que ça change quelque chose pour lui? Il est différent après, avant? Oui, il est différent quand même. Oui, il est différent, c'est-à-dire il va se débrouiller tout seul. Et les choses que... après, il va reprendre les mêmes habitudes. Maman va être là. Et quand il revient de chez papa, il va faire des choses seul. Il va prendre sa douche seul. Et là, il a toujours besoin d'être assisté avec moi. Et c'est peut-être un détail, mais si vous voulez, ma chambre est en face de la sienne et son lit est en face du bien, de telle sorte qu'il puisse me voir. Parce qu'il est inquiet, sinon. Voilà, je pense que c'est ça. Donc on a les deux portes ouvertes et puis. D'accord. Et ça le rassure. Écoutez. Voilà. Oui, c'est important. Voilà. Ce qui pourrait peut-être vous aider et l'aider, c'est d'essayer d'avancer avec lui en essayant de voir de quoi il a besoin
au moment où ça se passe entre vous, pas tout lui passer, hein, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais par exemple de dire, bon, tu sais, voilà, par exemple, on doit faire le devoir, et je sais que pour toi, c'est pas évident, mais qu'est-ce qui t'aiderait, de quoi tu aurais besoin pour que ça se passe mieux? Qu'est-ce qu'il est capable de proposer, hein, qu'est-ce qui... Ah bah écoutez, s'il est sur le PC, il va bien vouloir travailler. Ouais. Mais bon, je pense que c'est pas très bénéfique. Parce que je sais que quand il passe un peu trop de temps, il est pas bien du tout. Je lui dis de se rafraîchir le visage. Je lui dis, tu vois bien que les écrans c'est pas bon, etc. Et là il rechigne. Mais ça peut être dosé. Ça peut être dosé. Voilà. C'est-à-dire vous pouvez lui dire, écoute, voilà, l'écran c'est de telle heure à telle heure. Vous cadrez, en fait. À chaque fois, à chaque fois que vous allez lui donner du cadre, c'est pas de la norme. À chaque fois que vous allez lui mettre une limite, avec beaucoup de bienveillance en disant, ok, d'accord, mais ce sera de telle heure à telle heure, là ce sera comme ça, et que vous lui annoncez avant, vous allez lui créer de la sécurité. Ça va beaucoup l'aider. D'accord. Hein, mais pour des petites choses d'ailleurs très très simples, vous annoncez les programmes avant, vous dites c'est comme ça qu'on va faire, là ça va être comme ça, hein, de telle heure à telle heure, voilà. Vous lui mettez vraiment le plus de cadres possible pour qu'il se sente libre après à l'intérieur. Il sait qu'après lui aura son autonomie à l'intérieur des cadres que vous fixez. Et je voulais savoir, il n'a pas de notion du temps. Il est perdu dans l'espace, dans le temps. C'est assez particulier. Il ne sait toujours pas l'heure. Oui. Ce qui montre qu'il est ultra anxieux parce qu'il manque de structure, en fait. D'accord. Alors, vous disiez que vous, justement, quand vous racontiez ça, vous aussi, hein, vous êtes suivi, c'est ça? Je l'ai été et je voyais une psychologue victimologue. Oui. Et bon, financièrement, j'ai dû arrêter pour faire passer mon fils avant. Voilà, voilà, donc... vous lui en avez parlé à cette psychologue qu'il y avait un aspect financier pour vous qui... Oui. Et vous n'avez pas pu arranger quelque chose avec elle éventuellement? C'est-à-dire qu'avant, elle avait on appelle ça, des consultations solidaires, je sais pas quoi. C'est ça. Oui. Et elle a arrêté de les faire. Ah, d'accord. Mais peut-être elle peut vous indiquer quelqu'un qui en fait? Et si elle adhère à une association qui fait des consultations solidaires? Il y en a de plus en plus. D'accord. Il y a les CMP. Oui, c'est ça. J'en avais vu une. Enfin, c'était un monsieur. Mais bon, j'ai pas trop aimé. D'accord. Le courant a pas passé. D'accord. Voilà, parce que c'est. Il y a des choses que je pouvais pas dévoiler en un, quoi. Oui. Donc ça me stressait un peu. Oui, j'étais pas à l'aise. Et mais bon, maintenant, retourner le voir, mais bon, je peux pas tout expliquer, c'est ça le problème. Non, mais peut-être, est-ce que si vous avez encore le contact de cette psychologue, de lui demander si elle connaît quelqu'un? Oui, je lui poserai la question, oui. Oui, qui pourrait vous accompagner parce que vous aussi, vous avez besoin de soutien. Oui, tout à fait. Je pense que je ne le fais pas ressentir à mon enfant, mais elle m'avait bien expliqué d'éviter de montrer que je suis pas bien parce que l'enfant va le ressentir. Donc voilà, maintenant j'évite de parler des choses qui fâchent, qui rendent triste, des choses comme ça. J'essaie de partager autre chose avec lui, mais c'est pas évident. Je veux dire, c'est pas parce que c'est parce que je me dis que c'est une situation qu'il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue parce que mon fils reste en contact avec le papa et parce que j'ai mis sur conseil de mon avocat un portable à son nom, enfin à lui, pour qu'il puisse communiquer avec le papa. Mais le problème, c'est que le papa appelle peut-être une fois par mois ou une fois toutes les 5 semaines. Et si c'est des messages, ce sont des messages qui me dénigrent. Donc mon fils les voit. Donc, et en plus, ma psychologue m'avait dit surtout vous ne les lisiez pas, puisque ça nous perturbe aussi. Mais je suis obligée de lui lire. Bien sûr, pour protéger votre fils. Voilà, et finalement, est-ce que c'est très utile cette histoire de portable alors? C'est-à-dire que parce qu'au départ, c'était sur le mien qu'il appelait n'importe quelle heure, SMS, etc. Et le problème, c'est que c'était carrément du harcèlement parce que j'ai plus de 200 SMS. Me dénigrant, me faisant du chantage, etc., jusqu'à appeler mon lieu de travail. Oula.
voilà, se faire passer pour un agent de police. Donc on a dû m'accompagner jusqu'à mon véhicule avec des responsables de la structure où je travaille et m'accompagner. Je suis dans ma voiture jusqu'à mon domicile pour être sûr que voilà. Mais ça, donc, il faudrait peut-être en ressaisir. Il y a donc eu une procédure de divorce, c'est ça? On n'a pas été. Il y a une procédure, oui. Mais vous pourriez saisir le JAF? Ben, ça a été fait, mais oui. Il y a eu une plainte et elle a pas été. Elle a été classée. Bah, c'est-à-dire, vous voulez dire que le juge aux affaires familiales n'a pas statué sur le cas quand vous dites la plainte a été classée? Ben oui, j'ai déposé une plainte et j'ai reçu un courrier à faire classer. Pas assez de preuves, alors je sais pas. Il y a eu un compte rendu de l'appel qu'il a émis sur mon lieu de travail. Il y a des copies de SMS. Et non, ça n'a pas abouti. J'étais au CASA, je ne sais pas si vous connaissez. Ça se trouve dans les CHU pour les victimes, les ados victimes. Parce que j'ai eu plus de 10 jours d'ITT. Donc, et ça n'a abouti à rien. Et donc là, actuellement, je sais que du fait qu'il ne paye pas de pension depuis mai 2015, il passe en correctionnel au mois de juillet. Après, moi, j'ai peur des répercussions parce que je vis encore dans la crainte. Et votre fille se retrouve finalement entre ses deux parents. Et voilà, et c'est pour ça que je mettais dans le mail, j'ai envie de baisser les bras, lui confier l'enfant, et puis et ça me fait très mal parce que je sais plus quoi faire. Oui, bien sûr, Delis. Non, vous ne baissez pas les bras, ce serait pire derrière. Par contre, vous avez besoin de soutien. Il faut vous trouver les bons soutiens, les ressources. Et ça, c'est en fait le plus urgent, c'est vous dans l'histoire. C'est vous, vraiment. Donc quand vous me dites, bon, je comprends que vous avez renoncé au psy pour mettre plus de moyens pour votre enfant, mais les moyens sur vous sont essentiels. Et que parce que je suis à bout. Mais oui, et prendre la décision de tout lâcher. Je comprends qu'elle soit excessivement tentante. Quand on n'en peut plus, évidemment, c'est celle qui vient tout de suite. Mais c'est celle qui, par la suite, fera le plus de dégâts. Donc quand on est comme vous vraiment en pleine tempête et très 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 affaibli et très épuisé, alors c'est trouver de l'aide. Donc déjà voilà, on vous appelez ce soir et c'est courageux. Et puis de regarder partout autour de vous, de recontacter cette psychologue en disant que vous avez vraiment besoin d'être aidé, que c'est essentiel pour vous parce que c'est ça qui va aider votre fils. Également auprès de l'avocat, de voir ce qui est possible de faire pour vis-à-vis de la justice, et puis j'ai l'impression, je sens bien que vous avez envie et c'est tout à votre honneur que votre fils ait un contact avec son père, mais si ce père est très destructeur, la question se pose de savoir si vous ne devez pas l'en protéger, votre enfant. Ben oui, c'est ça le problème. C'est ça la question. Mais oui. Récemment, il a envoyé un message, bientôt tu feras ton choix. C'est-à-dire que là, il va avoir 10 ans. Il le pousse en fait à vous quitter. Voilà. Parce que quand votre fils est avec son père, ça se passe bien, l'enfant est bien traité. Enfin, je veux dire, le lien, ça va avec son père. Je pense que oui, mais je sais qu'il craint son papa parce que quand je travaillais, on était en couple et il n'arrivait pas à faire ses devoirs. Il prenait des coups de poing à la tête. Je l'ai appris seulement quand on s'est séparés. Vous voyez ? Oui, et puis quand même, il a l'air violent cet homme parce qu'avec vous, il est quand même plein de haine et de violence. Donc on peut quand même, imaginer qu'avec son fils, il est en seul à seul, peut-être qu'il tient des propos ou des gestes qui personne n'est là pour vérifier. Et l'enfant, lui, n'ose rien dire parce qu'il est aussi content d'une certaine manière de voir ce père. Tout à fait. Ouais. Et je voulais ajouter autre chose, c'est que on a eu la visite, j'ai eu une enquête sociale. Oui. Donc je ne savais pas d'où ça venait. Et mon fils a été vu dans sa chambre, et moi aussi, etc. Un petit questionnaire. Oui. Et j'ai appris que c'était monsieur qui avait appelé à 2 reprises le 119. Ah oui. Pour vous dénoncer ? Oui. Voilà, dénoncer de quoi, je ne sais pas. Bah oui. Donc j'ai eu droit à un petit compte rendu. Et il y avait quoi dans le compte rendu de l'enquête sociale ? Que moi j'étais très affaiblie, elle a bien noté que j'étais encore. Je suis amaigrie.
que lui, il avait un bon suivi, qu'il avait un suivi avec un pédopsychiatre, un psychologue scolaire, etc., qui faisait du sport. Et c'est stipulé bien que c'était un petit peu moi qui prenais tout. Bien sûr, ouais. Voilà, parce qu'avant je faisais du sport, j'en fais plus. Maintenant je me mets un petit peu à la méditation, ça me fait énormément de bien. Oui, c'est courageux, c'est bien, oui. Mais voilà, et là j'ai peur que cet été il ne revienne pas, quoi. Et que son père l'emporte si vous le laissez à son père. Parce que ce que j'ai oublié de mettre dans le mail, c'est que c'était la deuxième séparation. La première séparation, il est parti, je lui ai confié mon fils alors que j'avais eu un accident de travail, donc j'ai dû être hospitalisée. Et je lui ai fait confiance. Et il a pris l'enfant, il ne l'a pas rendu. J'ai dû faire appel à la protection des mineurs. Donc Tom, excusez-moi, j'ai dit le prénom. Oui. Mon fils a subi ça, quoi. Je l'ai récupéré une semaine après parce qu'il a dû le ramener à mon domicile en présence de la police, etc. Et j'étais en arrêt 3 mois. Pendant 3 mois, il ne me lâchait pas. Le petit me cherchait partout dès qu'il ne me voyait plus. Et j'ai pas envie qu'il revive ça. Et là, quand je vois qu'il m'envoie une photo d'un gâteau d'anniversaire en écrit 10 ans, avec des bougies 10 ans, bientôt tu feras ton choix, ça me fait peur, quoi. Oui, je comprends. Alors, Delis, il y a une auditrice qui envoie un message en disant « Pourquoi ne pas déménager sans laisser d'adresse ? Devant la violence, moi je suis partie avec mes enfants et le calme s'est réinstallé ensuite. » Au départ, c'est ce que j'ai fait. Oui. J'étais dans un foyer sécurisé. Oui. Et il m'a retrouvée. Lors de la première séparation, hein? Non, la deuxième. La deuxième. Parce que la première, c'est lui qui était parti. Et là, en 2014, quand je suis partie, il m'a retrouvée, je ne sais pas comment. Et donc après, j'ai été suivie par une assistante sociale qui était très bien, mais qui est partie à la retraite, qui m'a conseillé beaucoup d'organismes qui m'ont vraiment aidée. J'ai pu retourner à l'école et obtenir un diplôme, et maintenant je suis dans le paramédical. Je suis vraiment très contente de ce que je fais. Quelque part, ça m'aide. C'est très difficile comme travail, mais c'est gratifiant, ça vous redonne de la ressource, bien sûr. Bien sûr, ça redonne du sens. Et Delis, est-ce que le dialogue est éventuellement possible avec le père, par éventuellement un intermédiaire de la famille ou quelqu'un qui puisse lui faire entendre raison dans l'intérêt de l'enfant, qui le calme un peu? Non. Non. Ça a été quand je me suis séparée, j'ai mis mon fils dans une école privée parce que c'était du harcèlement jusqu'à l'école. Donc. Et vous avez fait des mains courantes, vous, oui, d'accord. Oui. Parce que devant quand même les agissements du père, l'enfant est en danger. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'entends bien. Tout ce que me dit. L'avocat. Oui. Voilà, là, en février, il ne l'a pas pris parce que c'est une semaine chez lui, une semaine avec moi. Il n'a pas été d'accord. Il a dit, il habitait à 500 km. Il a dit, moi, je ne fais pas 500 km pour une semaine. C'est pour vous dire que l'enfant n'a pas vraiment d'importance. Donc, il en a en tout cas pour le prendre. En tout cas pour le prendre à temps plein, mais pas pour le prendre de temps en temps. En fait, ce qu'il veut, c'est vous l'enlever. C'est ça que vous sentez de lui. C'est ça qui vous rend malade. C'est pas tant qu'il veuille bien de l'enfant de temps en temps. C'est par rapport à vous le problème. C'est pas par rapport à l'enfant. En fait, toutes ces actions sont des actions de destruction envers vous. Et l'enfant n'est malheureusement c'est lui qui en subit les conséquences. Oui. Donc c'est grave en fait, et c'est ça que vous sentez, c'est qu'il est dans la haine en fait, cet homme envers vous, dans la destruction. Oui, parce que j'ai eu mes pneus crevés à la première séparation, j'ai eu mes pneus crevés de véhicule, j'ai eu la porte défoncée. Oui, voilà, donc c'était. Oui, il s'en prend à vous en fait, et du coup, il sait que pour vous atteindre, ça passe par l'enfant. Mais c'est pas un père qui veut absolument son enfant, il veut vous blesser vous, et vous le savez. Bien. Oui, c'est bien. C'est pour ça que mon fils ressent. Je pense qu'il a dû ressentir un petit peu parce que au début, quand une séparation, je parlais, mais sans me rendre compte qu'il écoutait, et il me disait c'est papa qui t'a crevé les pneus. Et je me suis rendu compte qu'il écoutait énormément. Donc après, je me suis dit
je vais éviter d'en parler en sa présence. Il y a des choses qui me... Bien sûr. Donc maintenant, voilà, pour son bien-être. Et puis, et moi, je ne sais plus quoi faire, quoi. Là, cet été, il va partir. J'avais l'opportunité de partir enfin en vacances une semaine en Espagne, mais j'ai besoin de son autorisation, même si c'est l'espace de Schengen. Là où je vais, il faut une autorisation du papa. Donc, je lui ai demandé. Il m'a dit que j'apprenne pas qu'il est sorti du territoire. Je vais prévenir la police des douanes. Oh là là. Tu vas voir. Oui, rien pour vous embêter. Ouais. Voilà. Donc, voilà, j'ai l'impression d'être encore sous son emprise. Oui, bien sûr. Il continue à agir. Voilà. Dolly, il y a Rachel qui souhaite vous parler parce qu'elle vit un peu la même situation. Bonsoir, Rachel. Oui, bonsoir. Oui, vous vouliez réagir aux propos de Dolly, peut-être lui donner vos conseils et vous, comment vous faites dans la situation. Oui, je voulais lui dire déjà de ne pas lâcher, hein. Il ne faut rien lâcher. Hein. D'accord. Et voilà, après, il y a des choses qui... c'est très difficile de se dépatouiller toute seule hein, de tout ça. Oui. Quand l'enfant, le môme, il ne veut pas, le loulou, il ne veut pas aller à l'école, c'est très difficile. Après, il y a des structures, moi je ne sais pas où c'est que vous habitez, mais nous, en Midi-Pyrénées, Haute-Garonne, il y a quelque chose qui s'appelle réussite éducative. Oui, réussite éducative. Ouais. Réussite éducative. Et là, vous avez un éducateur. Moi, au départ, j'ai cru que ça allait être contre moi. Mais non, c'est vraiment des gens qui sont là pour nous aider, hein, pour aider l'enfant à se construire. Parce que le problème, c'est ça, quoi. Nous, on se dispute. Le papa, il fait des choses pas bien. Mais les enfants, ce sont des éponges. Oui, tout à fait. Même comme vous disiez, même si vous ne parlez pas, il ressent, quoi. Oui, je sais bien, oui. Donc, ils ont besoin d'un endroit où exprimer leur malaise. Et c'est difficile de parler comme ça à la radio. Hein. Oui, tout à fait. Et Rachel, vous aussi, vous avez, avec le papa de votre enfant, les difficultés rencontrent Dolly, c'est-à-dire de... Pas au point de Dolly, non, mais oui, moi j'ai des difficultés, oui, c'est compliqué, mais pas à ce stade-là. Mais bon, voilà, moi j'ai un petit garçon qui veut plus aller au collège, qui est devenu un petit peu violent, méchant, voilà, oui, alors que c'était un petit ange, quoi. Non, mais moi, mon petit garçon n'est pas du tout violent. Hein. Mais ça, c'est... Ouais. Apparemment, il est adorable quand il est chez les autres et tout, avec d'autres personnes. Mais c'est avec moi que ça va pas. Moi aussi, il est adorable chez les autres. C'est avec moi qu'il ne l'est pas. Et ça montre, c'est quelque chose qu'on ne voit pas venir. Parce que nous sommes des mamans, que nous les aimons, que ça monte crescendo, quoi, petit à petit. Mais moi, quand il va chez les autres, il est adorable. Avec moi aussi. Mais il y a des moments où, voilà, il va jeter son téléphone sur l'armoire. Enfin, il a des crises. Des pulsions. Alors, oui. Merci Rachel d'avoir appelé pour Dolly, pour lui redonner du courage. Ouais. En sachant, vous êtes aidée d'ailleurs, Rachel, et vous avez du soutien autour de vous. Vous allez voir un psy, parce que c'est vrai, on dit à Dolly, il faut rien lâcher, mais en même temps, elle est épuisée de cette bataille. Oui. Je sais, moi aussi, je suis épuisée. Ouais. Mais du soutien, non. Oui.
On vous a perdu, Rachel. Merci, merci d'avoir appelé. Dolly, la question que je me posais, parce que il y a aussi, alors, à voir, hein, évidemment, avec votre avocat, mais vous savez que les parents peuvent se voir retirer l'autorité parentale pour des motifs graves, et le retrait peut être total ou partiel, d'accord ? Oui, je sais, oui. Alors, et donc c'est prononcé par un juge, hein. Et c'est provisoire d'ailleurs. Est-ce que ce serait pas ça la meilleure des démarches à faire pour vous là Je me pose la question là, je prépare un courrier. Moi, c'est ce qui me semble. Parce que je voulais savoir, peut-être que vous y connaissez, mon fils, je l'ai reconnu, j'ai fait une pré-reconnaissance. Oui. Parce que j'étais seule quand j'étais enceinte. Et quand j'ai accouché, monsieur était déjà parti. J'ai fait une pré-reconnaissance et il l'a pas reconnu du coup à la naissance, mais à la veille de ses 2 ans. Mm-hmm. Est-ce que ça justifie qu'il ait un droit d'autorité parentale ? Parce que ça, j'ai... Est-ce qu'on peut contester son droit d'autorité parentale parce qu'il ne l'a reconnu ? À partir du moment où il l'a reconnu, qu'il est soit à la naissance ou à 2 ans, il a l'autorité parentale. Parce qu'il l'a reconnu. D'accord. Il me semble, mais bon, je suis pas... Là, il faudrait poser la question à Roland Pérez le matin dans Allo Europe 1. Là, pour le coup, voilà, moi, je ne suis pas avocate. J'allais dire, il me semble, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour la situation de retrait, il y a 2 situations de retrait. C'est en cas de danger ou de désintérêt de l'enfant et en cas de condamnation pour crime ou délit des parents ou de l'enfant. En tout cas, il y a un danger manifestement pour l'enfant. Et ça peut concerner 1 ou 2 parents, ça peut être provisoire. Et donc, voilà, vous pouvez tout à fait faire une demande au juge. Oui. D'accord. Et surtout que ça porte sur certains attributs, donc ça peut tout à fait maintenir certaines choses. Mais en tout cas, il y a des prérogatives qui seront réduites de ce fait. Ce qui peut vous permettre, par exemple, de partir en Espagne, je dis par exemple, j'en sais rien, mais il me semble que pour vous, ça vous protégerait, vraiment. Et ça protégerait votre enfant. Parce qu'à un moment donné, c'est tout ce que je veux, quoi. Oui, parce qu'à un moment donné, comme c'est quand même lui, voilà, qui se retrouve victime de tous ces agissements, et vous, bien sûr, ça va d'abord vous aider, vous, à monter au créneau et d'arrêter, parce que même si quand on raisonne, on se dit, mais oui, enlever son enfant à son père, c'est pas une bonne chose, sauf que par moment, il faut savoir protéger d'un homme qui est violent. Oui, en ce qui se concerne justement, quand j'ai connu monsieur, son fils avait 10 ans et demi, parce qu'il a des enfants à première union, et il a pris la garde de l'enfant, sans prévenir la maman. Donc du jour au lendemain, son fils s'est mis s'installer chez nous. Eh bien, c'est le stéréotype, le prototype du papa, parce que il était là quand je travaillais pas, il était là pour me surveiller. Si j'avais de la visite, le papa était au courant. Il est resté avec nous jusqu'à 18 ans. Et là, il est parti, il s'est installé il s'est marié, etc. Et j'ai pas envie que que mon fils vive la même chose, quoi. J'ai vu ce que c'était, quoi. C'était le mensonge, c'était plein de choses, voilà, qu'un ado ne devait pas. Voilà, et même il y avait même des choses intimes que le fils assistait, des choses comme ça, vous voyez. Et ça m'a. J'ai pas envie qu'il vive ça. Bon, aujourd'hui, je sais qu'il voit régulièrement sa maman, mais au départ, il la voyait en cachette. Moi, j'étais au courant, mais le papa n'était pas. Et quand il l'a su, il est rentré dans une rage-folle. Et je me dis, mon fils connaît mon numéro de portable par cœur. Je dis voilà, parce que voilà, je vais me battre, mais je me mets dans ma tête que cet été, il ne reviendra pas, quoi. Oui, alors, et c'est pour ça que vous perdez vos moyens, Dolly. C'est super important ce que vous venez de dire, parce que vous ayez conscience que l'angoisse que vous avez de cet été, vous êtes en train de vous mettre déjà dans le fait que ça existe. Et vous perdez du coup tous vos moyens pour combattre. Ça n'existe pas, le fait qu'il va le prendre cet été. Parce que si vous êtes déjà à cette étape-là,
vous avez déjà perdu, on va dire, entre guillemets, la bataille. Maintenant, vous me parliez, je viens de regarder sur Internet, il se trouve que lorsque les parents ne sont pas mariés, le père qui reconnaît son enfant après l'âge d'1 an n'a pas l'exercice de l'autorité parentale. Ah, voilà. Donc, voilà. il l'a pas. Alors, D'accord. je ne sais pas, il peut demander à l'exercer en commun avec la mère, soit par déclaration conjointe si vous êtes d'accord, mais il l'a pas fait manifestement, soit en saisissant le JAF. Moi, ce qui m'étonne, c'est que, voilà, il faut que vous soyez bien accompagné par un avocat, parce qu'il faut que votre avocat vous aide absolument là-dessus, parce que ça veut dire que si il n'a pas l'autorité parentale, en quoi quels sont ses droits? Vous voyez, si vous sortez si vous êtes en Espagne, qu'est-ce qu'il peut faire? Attention, parce que là, vous êtes du coup un peu plus protégé, là. Oui, parce que je pensais que la loi avait changé à ce niveau-là. Oui, Oui, enfin là, elle est vérifiée, voilà, septembre 2016, ce que je viens de regarder sur servicepublic.fr. Enfant reconnu tardivement, quelles conséquences sur l'autorité parentale? D'accord. Donc là, pour l'instant, si on en croit, alors maintenant, c'est important que vous vérifiez maintenant les détails de cette information. Mais toutes les informations qui vont vous aider, à vous rassurer, à bien connaître vos droits, et du coup, qui vont vous redonner de la force et de la ressource pour vous dire, mais voilà, j'ai la justice pour moi, et à ce moment-là, d'avoir les documents qui conviennent en cas de quoi que ce soit. Je veux dire, s'ils vous emmènent, vous partez en Espagne, ils vous envoient la police et que la police arrive chez vous pour récupérer l'enfant, vous sortez les documents qui vont bien en disant, écoutez, ce monsieur n'a pas l'autorité parentale sur mon fils. D'accord. Mais pour ça, vraiment, Dolly, entourez-vous de personnes... Voilà, vraiment. Psy, avocat, tous les gens sur lesquels vous pouvez compter, que vous pouvez appeler. Aussi des amis, des gens qui vont vous aider à regarder avec vous sur Internet, comme là je suis en train de faire avec vous, de vous rassurer. Dès qu'on prend de l'information dans ce genre de situation, déjà on arrive à se rassurer. Parce que tout ça, on est évidemment pris dans notre peur, dans nos émotions, donc c'est pas facile. D'accord. Merci beaucoup, Sophie. Courage à vous, Dolly, et puis n'hésitez pas à rappeler soit moi, soit Caroline, voilà, d'ici l'été, si vous aviez besoin de soutien, on est aussi là pour ça. D'accord, merci beaucoup. Courage à vous, merci. Je vous embrasse, Dolly, merci. Merci à vous. Alors, demain soir, l'émission La Libre Antenne débutera à minuit après tous les débats autour des résultats des élections, la soirée spéciale élection d'Europe 1. Mais je vous précise que le standard, c'est-à-dire Quentin et Corentin, seront à pied d'œuvre dès 22h. Donc, si vous souhaitez appeler pour témoigner dans La Libre Antenne demain entre minuit et 1h du matin, n'hésitez pas à appeler Quentin ou Corentin qui seront là dès 22h. Bonsoir Eliane. Bonsoir Caroline. Sophie. Je m'excuse. Oui. C'est Caroline ou c'est... C'est Sophie. Sophie. Oui. C'est Sophie. Oui, bonsoir Eliane. Voilà, bonsoir. Oui, j'ai eu l'occasion de vous appeler plusieurs fois. Bon, bien sûr, vous ne m'avez pas répondu. Enfin, vous ne m'avez pas pris le téléphone, mais je crois qu'il y a tellement de monde qui cherche à avoir du réconfort avec vous. C'est tellement gentil. Mais vous êtes là. C'est le principal. Voilà, je suis là, oui. Voilà. Et je suis assez désespérée en ce moment. C'est difficile en ce moment? Oui, on vous entend pas très bien, Eliane. Oui. Oui, c'est très difficile en ce moment. Oui, dites-moi. Bon, j'ai déjà eu une enfance très difficile qui a bousillé, excusez-moi l'expression, mais c'est exactement ça, qui a bousillé ma vie de petite fille, de jeune fille, de jeune mariée, de femme mariée, parce que j'ai été, bon, je n'arrive pas à dire le mot. Bon, j'ai été maltraitée par mon père, disons même violée. Abusée, oui, violée. Abusée, voilà, abusée. Et quand j'avais 12 ans, je lui ai demandé pourquoi il me faisait ça. Il me disait, tu payes pour ta mère. Ça fait beaucoup de... C'est parlé de ce moment-là où ça commençait à aller très mal dans ma tête. Je disais rien, mais je pleurais beaucoup.
Et il me faisait toujours peur. Il me disait, de toute façon, si tu vas te faire plaindre au commissariat, j'ai 67 ans, donc à l'époque, c'était la maison de retraite. Beaucoup, il me faisait peur que la maison de retraite, tout ça. Enfin, bon, bref. Je me suis rendu compte qu'à mon mari, à 30 ans, je n'arrivais pas à lui donner. Il m'aimait, je l'aimais énormément. Je crois qu'il m'aimait énormément. Mais je ne pouvais pas lui donner ce qu'il demandait. Et à un moment, il a demandé le divorce, que je n'ai pas voulu tout de suite. Et puis quand j'ai compris, j'ai dit non, il ne faut pas que je sois égoïste. Il aurait peut-être pu faire un effort pour essayer de me comprendre, mais il y a 45 ans, on ne parlait pas comme ça des choses. Eliane, est-ce que vous êtes allée vous faire aider, oui, plusieurs fois. Oui, en thérapie. Entre-temps, oui. Mais oui, parce que j'ai fait plusieurs grosses dépressions. J'ai fait une tentative de suicide. C'était plutôt un appel au secours. À quel âge? À quel âge? J'avais 35 ans. Ouais. C'était la suite de mon divorce, mais moi, je ne l'ai fait jamais tout de suite après. Je l'ai fait plusieurs années après. Et quand mon fils est décédé, il y a 6 ans, j'ai réussi, je devais me faire opérer, j'ai refusé les opérations, j'ai dit si je me fais opérer, je ne me rêve pas. Et il y a 3 ans, il a fallu parce que je ne pouvais plus tenir, il a fallu que je me fasse opérer, j'ai subi 3 grosses opérations orthopédiques en 3 ans. Ça m'a énormément fatiguée, bon, évidemment, amoindri le moral et tout. Et je suis quand même désespérée parce que je suis seule, j'ai 5 frères et sœurs, il n'y en a pas un qui s'occupe. Quand j'ai dit à ma mère, il y a 3 ans, il y a 5 ans, quand j'ai dit à ma mère que même à mon fils, mon père avait eu des attouchements, elle m'a traitée de menteuse. Mon frère, un de mes frères qui, au lieu de me dire au moins des condoléances, ou s'il voulait rien dire, mais il sait. Et lui, il m'a simplement dit, tu n'avais qu'à t'occuper de ton fils au lieu de t'occuper du mien. Le mien avait 36 ans, le sien avait 6 ans, quand il m'a demandé au secours. Donc vous avez des enfants, Eliane? J'ai qu'un enfant et il est décédé. À quel âge? Et il avait 36 ans. 36 ans. 36 ans, hein? Oui. Oui, il s'est suicidé. Et je pense que c'est en tout cas... Vous pensez que dans toute la famille, de génération en génération, il y a comme ça? Je crois, oui. Et moi, mon combat, ça a été d'essayer de parler avec mes frères et sœurs pour que ça se dise. Oui. Et tout le monde a cassé les barrières avec moi. Oui. Même mes neveux avec qui, même si je ne m'entendais pas bien avec mes frères et sœurs, mais ça je m'en fichais un petit peu, mais avec mes neveux, je m'entendais très bien. Et depuis que je leur ai fait comprendre qu'il fallait parler de ça, il fallait mettre... vous dérangez, Eliane. Oui. Voilà. Vous leur faites peur, surtout. Oui, vous leur faites peur. J'en ai vu ça. Oui, je leur fais peur. Alors, ce qui fait qu'ils ont même fait des barrières auprès de leurs enfants. Parce que qu'est-ce qu'ils ont été racontés? Déjà qu'ils me prenaient pour une folle, une hystérique, parce que j'étais à la psychiatrie. Mais quand j'étais à la psychiatrie, c'était à ma demande. Bien sûr, et que vous étiez blessée, et c'était courageux de votre part. Ouais. Et je voulais surtout de la paix, je voulais surtout du silence, je voulais surtout... des soins, qu'on prenne soin de vous. Je me suis surtout beaucoup prise à moi-même. D'ailleurs, c'est ce que m'a dit le psy. Mais il m'a dit, en fait, vous êtes prise à vous-même au lieu de vous en prendre à ceux qui vous ont fait réellement mal. C'est souvent le cas, hein, Eliane, surtout quand on est abusé enfant. On se sent sali et honteux, on est dans la culpabilité. Et après, vous êtes dans la destruction de vous-même, c'est tout à fait juste. C'est ce qui se passe dans l'inceste. Il y a des matins, comme en ce moment, je me lève, j'ai très mal. Oui. Mais j'ai fait un déménagement en fin d'année. Terrible. Je l'ai fait toute seule. Parce que vous êtes divorcée, donc le papa de votre fils, qui... Oui, il est remarié. Il est remarié. Mais il habite sur Paris. Bon, quand je vais chez lui, parce que la tombe est restée... Pardon. Oui. Mon fils, son cercueil est resté dans la tombe familiale. Du côté de son père. Préféré. Et j'ai bien fait parce qu'il est plus visité en étant sur Paris qu'en étant par ici. Du fait qu'en Lorraine, il n'y a personne, mes frères et sœurs, ils s'en foutent complètement. Il n'y en a pas un qui m'a demandé
comment je vivais ça, comment j'étais, si j'avais quelque chose, si j'avais pas d'entourage à ce moment-là. C'était il y a combien de temps, Eliane? C'était il y a 6 ans. Il y a 6 ans. Même de ma mère, elle est décédée. D'ailleurs, elle est décédée le jour où je me faisais opérer. C'était une opération qu'il fallait absolument que je subisse. Parce que 3-4 fois, l'été là, je me suis retrouvée allongée dans la rue. Et les pompiers m'ont ramassé, quoi. Et puis quand ils me demandaient ce que c'était, ils m'avaient fait hospitaliser. Puis quand ils se sont rendus compte que c'était la colonne vertébrale qui avait des gros problèmes et que j'avais des nerfs qui se coinçaient et qui faisait que je tombais, quoi. Ah oui, vous tombiez. Le chirurgien m'a dit, il faut opérer parce qu'autrement, un jour, ce sera la chaise roulante, peut-être pire. Bon, alors là, j'y suis allée, mais le jour où je me fais opérer, ma mère opérée, quoi. Oui. Mais de toute façon, je ne lui ai jamais pardonné parce que elle m'a traité de menteuse encore, comme je lui ai dit que mon fils, peut-être que ça avait fait son mari, ça avait peut-être fait ça, quelque chose. Moi, ça m'avait fait quelque chose, ça m'a fait faire des tentatives de suicide. Pourquoi pas mon gamin? Oui. Et elle m'a traité de menteuse et puis voilà, et puis tout le monde, mais voilà. C'est-à-dire qu'il y a une souffrance, et plus qu'une souffrance d'ailleurs, un abus, une victime, il n'y a rien qui a été reconnu dans votre cas. Donc, et c'est tous les travaux d'ailleurs sur la résilience. La première étape, elle est dans une reconnaissance aussi de ce qui vous arrive. Je vous présente mes excuses. Oui. Elle m'aurait simplement dit ça. J'ai attendu ça jusqu'à la fin. C'est pour ça que ça, je vous dis, j'ai l'impression dans ma tête d'avoir 5 ans, d'être une petite fille d'abord. Oui, d'être encore une petite fille, c'est ça, Eliane. Je vous entends pas bien, c'est pour ça que je vous fais répéter. Oui, excusez-moi. Oui, mais je comprends. Comme une petite fille, alors j'écoute souvent vos émissions. Oui. Je trouve, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes dans mon cas, je suis pas la seule. Hein. D'autres personnes, c'est avec leurs époux, d'autres personnes, c'est les enfants. Voilà. Mais je vous dis sincèrement, en ce moment, ça va vraiment pas. Et que oui, j'entends bien. Je me lève le matin. Je me lève le matin, je me regarde à la glace, je me dis, mais pour qui je vis? Pourquoi je vis? Pour qui? Pourquoi? Pour un projet qui ne dépend pas complètement et tout entièrement de vous. Hein, et c'est important aussi de pouvoir vous dire ça pour vous aider. Hein, c'est important. Et est-ce qu'il y a des gens autour de vous sur lesquels vous pouvez compter, des amis, des gens? Personne? Vous êtes très seule? Très bonne amie. Oui. Et j'ai une très bonne amie qui s'est occupée de moi au début, mais l'année dernière, elle est son rêve toute sa vie professionnelle. C'était pour avoir sa maison sur la côte. Donc elle y est. Elle est plus et là. me dit souvent de descendre. Mais oui. Mais voilà, mais comme j'ai eu ces opérations-là, j'ai une grosse opération dans le dos. Oui, je comprends. Avec une barre de fer et puis des broches. Mais peut-être que vous pourriez bouger maintenant. Oui, je bouge, mais c'est extrêmement douloureux. C'est douloureux pour vous. Qu'est-ce qui vous aiderait? Et Eliane, est-ce que vous savez ce qui pourrait vous aider? Qu'est-ce qui vous ferait du bien? En dehors d'appeler ce soir la libre antenne pour du réconfort? Oui, moi avant j'étais... là j'ai perdu, en 6 ans, j'ai perdu 50% de tout. De ma vitalité, mon envie de vivre, d'aller toujours vers les autres. Parce que j'ai toujours travaillé dans le milieu hospitalier. Dans les dernières années, je m'occupais des personnes âgées. Mais c'est des boulots que je ne peux plus faire. Et si ce serait vous occuper de vous maintenant, ce qui compte le plus, Eliane? Oui, mais m'occuper de moi, j'ai l'impression que j'ai comme un dégoût de pour moi. Mais la réparation, Eliane, la réparation pour vous passe vraiment par là. Après avoir été beaucoup là pour les autres, la réparation même au sens de votre âme, de tout ce que vous prenez, et également pour votre fils d'ailleurs, passe par votre propre accueil, par le soin que vous allez pouvoir vous donner. Tout ce que vous allez pouvoir faire qui peut vous soulager, vous réconforter, comme ce que vous faites ce soir finalement en appelant l'antenne, tout ce qui va concourir à vous créer un petit peu un petit rayon de soleil dans une journée, un peu d'apaisement. C'est vraiment ça dont vous avez besoin, Eliane.
Hein, et ça doit vraiment être absolument ce qui doit presque vous tenir minute après minute. Je sais bien qu'elles sont douloureuses toutes ces minutes, mais en tout cas, voilà. Oui, il y a ces douleurs noires. Bien sûr, Eliane. Ces douleurs physiques qui m'anéantissent complètement. Oui. Courage à vous, Eliane. On doit se quitter, malheureusement, parce que c'est la fin de l'émission. Je vous embrasse et prenez grand soin de vous. Il est 1h, vous écoutez Europe 1, passez une belle nuit. Vous retrouvez Jean-Philippe Ballas et Émilie Mazoyer dans Europe 1 Music Club. Demain soir, libre antenne à minuit, après le grand débat sur les élections. Le standard ouvre à 22h, ne l'oubliez pas. Je vous embrasse, passez un bon dimanche.